Vous étiez nombreux à l'attendre, il est là, lui c'est le Sony Alpha 7 Mark IV. Mais avant de vous parler du nouveau boîtier, du nouveau joyau de Sony, on va parler du Mark III. Pourquoi faire un petit rappel de ce boîtier? Tout simplement parce que c'est un best-seller, et je pèse mes mots. On sait que ce boîtier, l'Alpha 7 Mark III, lancé en 2017, s'est vendu à plus de 200 000 exemplaires, rien qu'en Europe. C'est considérable pour un boîtier qui a été lancé à peu près 2500 €. Pourquoi les consommateurs se sont rués dessus? Parce que c'était un équilibre incroyable entre un prix assez accessible, d'excellentes performances, que ce soit en qualité d'image, en autofocus. Donc les ingénieurs de Sony avaient quand même une sacrée responsabilité et avaient beaucoup de travail pour trouver la martingale et faire de son successeur, il l'espère en tout cas, un vrai succès commercial. Il s'appelle donc, fort logiquement, Alpha 7 Mark IV. C'est la 4e itération du boîtier, on a presque envie de dire entrée de gamme de Sony. Là, on reste dans le domaine de l'achetable, on est dans un prix inférieur à 3 000 € et pourtant tout a changé dans ce boîtier par rapport à la génération précédente, à commencer par le capteur. Depuis le début de la famille des A7, Alpha 7 1, 2, puis 3, Sony était resté sur un capteur de 24 mégapixels en faisant progresser la technique petit à petit. Là, on a un beau saut technologique vu qu'on passe à un capteur de 33 mégapixels. Ne partez pas, les basses lumières devraient être de très bonne qualité parce qu'il ne s'agit pas d'un capteur classique, il s'agit d'un capteur dit rétroéclairé. Chez Sony, on appelle la technologie Exmor Air. Les anglophones de manière générale le qualifient en BSI pour Backside Illuminated. Ça veut dire que toute la circuiterie est à l'arrière du capteur. Donc, on va profiter d'un gain de définition de 24 à 33 mégapixels, mais sans, théoriquement, perdre quoi que ce soit ou avoir plus de bruit dans les basses lumières, et ça, c'est un gros progrès. Le stabilisateur n'a pas progressé, on reste sur une stabilisation 5 axes qui offre 5,5 vitesses de stabilisation. En théorie, il n'y a pas de progrès du côté de la stabilisation, mais par contre, il y a un progrès énorme en termes de débit de données. Avec un Alpha 7 III, quand vous preniez une rafale à 10 images par seconde, vous pouviez shooter environ 18 secondes, vu que la mémoire tampon, buffer en anglais, était capable d'accuser jusqu'à 180 images RAW JPEG. Ça fait quand même pas mal de fichiers. Là, Sony casse un petit peu une limite un petit peu artificielle qu'il y avait dans beaucoup de boîtiers, on va dire entrée milieu de gamme. Pourquoi? Parce qu'elle fait exploser la limite. On passe de 180 images RAW JPEG à plus de 800. On se retrouve désormais avec une rafale, si en vitesse on reste à 10 images par seconde, mais avec une rafale capable d'absorber pendant 80 secondes, 10 images par seconde. C'est peut-être pas un boîtier sport comme peuvent être les D5 de Nikon par exemple ou l'Alpha 9 de Sony avec 20 ou 24 images par seconde. Mais néanmoins, à 10 images par seconde, on est quand même sur les boîtiers sport d'il y a à peine 5 ou 6 ans avec une profondeur de buffer jamais vue dans cette gamme de prix. Alors petite limite, pour pouvoir encaisser jusqu'à 800 images consécutives, il faut passer sur un standard un peu supérieur, le CF Express type A, introduit avec des boîtiers précédents. Désormais, un emplacement de carte mémoire est compatible SD et CF Express A et l'autre simplement en SD. Progrès de capteur, progrès de mémoire tampon, progrès d'ergonomie, jugez plutôt, regardez, oui ils sont là, dans le boîtier entre guillemets entrée de gamme de Sony, les nouveaux menus qui ont été introduits avec l'Alpha 7S Mark III. Des nouveaux menus salvateurs, c'est beaucoup moins, pardonnez-moi, le bordel, c'est beaucoup plus clair. Sony s'est bien évidemment un petit peu inspiré de la compétition et tant mieux parce que là, c'est vraiment plus agréable de retrouver une fonction, c'est plus lisible, c'est plus rapide. Autre progrès, le progrès de la prise en main. Attention, cela dit, les petites mains pourront peut-être râler, notamment là avec cette optique, le 50 mm 1.2G Master, magnifique optique, lourde et encombrante, mais grâce à un grip plus prononcé, on profite désormais d'une prise en main, on va dire, beaucoup plus stable. Autre progrès, alors peut-être pas pour tout le monde, mais en tout cas pour ceux qui voudront l'exploiter en vidéo, c'est cet écran sur rotule orientable qui plaît à tous les utilisateurs de GH5 par exemple, comme Thomas ici qui me filme. Cet écran qui permet d'avoir un retour vidéo sur soi quand on se shoot, et qui va aussi permettre de tenir l'appareil au niveau du ventre et de pouvoir continuer à cadrer et de faire des shoots propres, par exemple sur les enfants. Ma mention précédente à l'Alpha 7S Mark III n'était pas innocente, parce que sans égaler son grand frère qui est spécialiste de la vidéo 4K 120p, j'en passe et des meilleurs, non seulement il récupère le corps de boîtier, il récupère les menus, mais il récupère quelques-unes des capacités, et notamment des capacités très haut de gamme en matière d'échantillonnage vidéo. Jugez plutôt, s'il ne vise pas la 8K ou la 4K 120p comme son grand frère, on va quand même se retrouver avec une 4K 30p de très grande qualité. Et pourquoi? Parce que l'échantillonnage se fait en 7K. Oui, vous avez bien lu 7K, et là on se retrouve vraiment avec un monceau de pixels pour faire un magnifique fichier vidéo. En plus de cet échantillonnage
7K vers 4K jusqu'au 30p, on se retrouve avec une magnifique 4K 60p. Attention, c'est peut-être pas la 4K 60p à laquelle vous pensez, ça n'est pas une 4K plein capteur, ça va être le cœur de la meule, comme le fromage. Et il y a un grand intérêt pour les vidéastes, car il existe d'excellentes optiques cinéma qui sont au format Super 35 et non pas 24-36. Et là, vous allez pouvoir tirer parti pleinement de ces optiques, mais en utilisant absolument que le meilleur du capteur au centre sans absolument aucun pixel binning. Cette 4K jusqu'à 60p va vous permettre d'obtenir un fichier vidéo d'encore meilleure qualité. Pourquoi? Parce que le verre que vous allez mettre devant pourrait directement être une optique cinéma. Très honnêtement, vous parler de l'Alpha 7 Mark IV est une vraie plaie parce que la liste des améliorations est absolument scandaleuse. Vous avez un meilleur viseur électronique, vous avez une conception qu'on sent beaucoup plus robuste, vous avez désormais 2 processeurs d'image, un qui fait la F, l'autre qui traite de la qualité d'image. Vous avez un emplacement pour carte mémoire beaucoup plus rapide, vous avez une mémoire tampon plus garnie pour un saut de prix qui est relativement modeste par les temps qui courent. On va peut-être parler de ce qui ne va pas, ou en tout cas des tout petits défauts, une consommation énergétique un petit peu en hausse, logique, de processeur, un capteur un peu plus gourmand. On va perdre une centaine d'images, on est environ à 610 clichés selon la norme SIPA. Néanmoins, vous avez absolument quasiment tout ce dont vous avez besoin. Alors, les fans de Super Rafale à 20 et plus d'images par seconde n'iront pas. Les fans d'ultra haute définition iront plutôt sur un A7R4 avec 60 mégapixels. Mais très honnêtement, 800 images de buffer, un suivi du sujet qui est proche de la 1 à 10 images par seconde sur 800 images, 33 mégapixels pour les grands tirages, de la vidéo 4K 30p basée sur de la 7K ou 100 pixels binning avec des optiques Super 35, très honnêtement, à la lecture de la fiche technique, trouver un défaut, c'est quand même assez compliqué.